Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo foot. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné, donc on voulait faire un petit bilan de la saison 2024-2025. Il y a pas mal de choses à dire, on a pas mal de choses à rattraper en vidéo. On a suivi tout ça de près ou de loin, la fin des championnats, la Ligue des Champions, l'Europa League, la Ligue des Nations et Conference League. Ouais, la Conference League et la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs, je voulais dire, qui est incroyable et qui se déroule maintenant en ce moment. Comment allez-vous, Josué, Jonathan? En santé. Ça va bien? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Ah, maintenant qu'on fait des shorts, ça a changé la DA de la chaîne. Mais écoute, ça va tranquillement, voilà, on profite de l'été, du soleil, on profite pas du football parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Hein, Ouais, je suis T'es assez d'accord. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, ça va pour répondre à ta question. Une bonne fin de saison. Cette compétition là qui me déçoit amplement. Mais est-ce qu'il y avait justement des attentes parmi cette compétition? Mais comme elle a dit Josué, on profite de l'été, donc tout va bien. Et toi, comment tu vas? Bah, écoute, tout va bien. Moi, je pense qu'on va commencer par ça, c'est peut-être le plus simple. On va dire un petit mot sur la Coupe du Monde des clubs et après on la mettra de côté. Je pense que c'est pas terminé. Le format, on va voir ce que ça donne jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, c'est pas glorieux de ce qu'on peut voir. Ah ouais, bon, temps de visionnage équivaut au niveau de l'Inter en finale de Ligue des Champions pour l'instant, donc c'est compliqué. Je regarde un peu sur Twitter, ça me fait rire voir les petits débats de communauté. Bon, peut-être que si le Barça a été qualifié, j'aurais regardé. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas vraiment. On verra s'il y a des confrontations entre Européens d'ici là, ou si Botafogo tape encore le PSG, ça peut être intéressant. Mais Ouais, moi je suis assez d'accord. Heureusement qu'il y a Benfica dans cette compétition, sinon j'y accorde très peu de temps. Ah, très bien. Bon, on va enchaîner sur le bilan de la saison du coup. ah, là, le tour de table, il était. Ah bah la Coupe du expéditif, Monde des hein. clubs, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. On va voir ce que ça donne jusqu'au bout. Ouais. C'est un peu ce qu'on était dubitatif sur la réforme de la Ligue des Champions, mais maintenant on a vu ce que ça donnait, on peut peut-être en plus en parler maintenant que c'est terminé. Donc à l'image de la réforme, je pense qu'il faut peut-être attendre la fin, voilà, voir si les derniers matchs sont sympas. Ouais. Mais en tout cas de mon côté, moi je trouve qu'il y a un côté un peu de trop, parce que là Ouais. c'est normalement c'est la pause. Surtout que À part, t'enchaînes avec la Coupe ouais, du Monde, c'est ça. la vraie Coupe du Monde l'an prochain. Quoi. C'est ça, voilà. Donc moi je pense que c'est plus logique de regarder, de raisonner, de vérifier un peu tout ce qui s'est passé une fois que c'est terminé, plutôt que commencer à juger maintenant. Donc je pense que ce serait plus sympa de faire un bilan de la saison, et c'est ce pourquoi on est là ce soir. Exactement. J'ai la main du coup sur Allez, cette je t'en saison qui a été bien riche cette année. Il y a eu pas mal de suspense jusqu'au bout dans différentes compétitions, pour différentes causes aussi, c'était qui était intéressant. On se rappelle du maintien en Ligue 1 notamment, avec la bataille pour Reims, la bataille en Première Ligue aussi pour les places européennes. Ça a été intéressant, je sais pas vous ce que vous en avez pensé, cette nouvelle formule de Ligue des Champions qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment apprécié ce nouveau format, ça a été pas critiqué, mais on voyait que certains disaient ah ouais, certains ont trop de matchs, certains sont favorisés, certains ont eu de la chance sur les barrages, etc. Personnellement, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. On a retrouvé ceux qui s'en sont bien sortis dans la phase de ligue. Il y avait 3 équipes sur les 4 demi-finalistes, le PSG en plus, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien récompensé. Donc voilà, globalement, j'ai vraiment apprécié cette année 2024-2025. Moi je suis assez d'accord avec toi. Enfin, une année pleine d'innovation, que ce soit en Europe avec la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League aussi, qui ont eu la même modification. Ouais. Du suspense dans différents championnats, que ce soit aussi au Portugal pour les places à l'Europe, mais aussi pour les places en relégation. En Espagne aussi, où c'était quand même assez attrayant C'était sympa, ouais. C'était sympa. dans les différentes ligues. La première ligue aussi, où on a eu pas mal de suspense jusqu'à la fin. Enfin, à part pour le premier, bien évidemment. Et la Ligue 1 aussi, qui a pris pas mal de place et pas mal de contenu avec différentes équipes. Un peu déçu de la Serie A que j'ai moins suivi cette année à cause des différents droits, donc j'ai c'était pas pu compliqué. trop suivre cette année. Et la Bundes avec un Bayern qui a su revenir sur le trône, et c'était plutôt pas mal. Bah ouais, mais si je peux compléter, je pense que ouais, j'ai bien aimé la réforme de Ligue des Champions, mais j'attends quand même quelques peut-être des années supplémentaires pour être sûr. Parce que notamment le fait que le Real, qui pour le coup connaissait très bien sa formule et l'appliquait tous les ans, pour une fois la formule a changé, on le voit dans les résultats et je pense que c'est mérité, et que si ça avait changé avant, on aurait vu le Real déjà en perte de vitesse en Ligue des Champions. Après, je pense que c'est vraiment une année que ça va revenir au niveau bientôt. Je suis pas d'accord avec si je peux te Bien couper, je suis sûr. pas d'accord avec ce que tu dis, parce que ça reste quand même des phases à élimination directe à la fin, enfin avec les huitièmes, les quarts, les demi, les finales. C'est que, enfin pour moi, le Real
complètement passé à côté de son année, tout simplement. Enfin, c'était un fin de cycle. Tu passes en 8ème avec un peu de chance aussi. Oui, mais regarde, l'année dernière, tu passes face à Leipzig. Je sais pas comment tu passes face à Leipzig où tu mérites pas de passer. Tu élimines le Bayern, tu sais pas comment dans les dernières minutes. C'est dans l'ADN du Real, je pense. Et cette année, il y a eu un loupé. Bon, peut-être que je peux me tromper, mais je suis pas sûr que la formule Je suis d'accord avec toi. l'ait impacté. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense que notamment Ancelotti gérait mieux l'ancienne formule puisqu'il la connaissait mieux. Bien sûr. Et que du coup, le Real est tombé sur des matchs pièges, notamment à Brest. Non, c'était à Lille, pardon. Exactement, à Lille. Qui perdent à Lille. Et voilà, je pense que c'est des matchs vraiment qu'ils ont peut-être pris à la légère ou ils ont moins l'habitude. Ouais, mais ça influe sur ton classement, mais pas forcément. Oui, ça va influencer ta partie de tableau, je suis d'accord. Ça te rajoute 2 matchs si tu es en pré-élimination, enfin en pré-barrage, on va dire ça, pour accéder à cette formule d'élimination directe. S'ils avaient été éliminés, je pense que s'ils avaient été éliminés justement dans cette phase de groupe, où justement où tout le monde s'affronte, les petits, les grands, les moyens, etc. Là, on aurait pu clairement dire, bon, ils sont passés à travers leur phase de Ligue des Champions, ils n'ont pas réussi à gérer ce nouveau format. Là, tu tombes face à un Arsenal en quart de finale, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que c'est pas forcément le format. Bon, après, mais moi, c'est mon avis. Justement, je pense que moi, ça joue un peu. Je dis pas que ce Real était. Je pense pas qu'il y a pas que le Real, il y a City aussi qui était comme ça. Même Paris en début de saison. On voit ce que ça donnait à la fin. Mais j'attends de voir un peu si cette formule peut peut-être un peu modifier la façon de voir la compétition, de jouer en début de saison, notamment en début de saison. Parce qu'on voit qu'avec Paris, quand même, quand tu donnes un coup d'accélérateur, bah, en fait, tu finis quand même bien la saison. Ce que faisaient les Real les saisons d'avant. Bien sûr. Mais j'attends de voir aussi quand même sur les phases de groupe s'il y a peut-être une modification des mentalités, etc. Après, si je peux nuancer, c'est le fait qu'il y ait 3 compétitions européennes avec des groupes énormes. C'est le but de la réforme. Mais du coup, c'est vrai qu'on s'y perd avec le nombre d'équipes, le nombre de matchs. C'est vrai que quand tu arrives en Conference League, tu as des matchs parfois. On a bossé avec Josué sur un Cluj Edenheim en début de saison. Moi, j'ai regardé le match pour différentes raisons. Et c'est vrai que bon. C'était pas Ljubljana ou quelque chose comme ça contre Edenheim? Ah, peut-être, t'as raison. Ouais, moi, j'ai vu Cluj, mais dans d'autres. Ça reste un club un peu voilà, pas habituel. Mais voilà, c'est des clubs de Slovénie, Slovaquie, voilà, d'Europe de l'Est. Et c'est des clubs qu'on voit moins, donc c'est bien de les voir. Mais c'est vrai que les matchs derrière, tu te demandes pourquoi Edenheim joue la Coupe d'Europe alors qu'effectivement leur saison est en demi-teinte. Après, c'est la Conférence League, c'est fait pour ça. C'est pour récompenser des clubs qui méritent aussi, donc c'est intéressant. Edenheim, ça a bien bossé en dernier, ils se sont retrouvés là où il fallait. Tant mieux pour eux, quoi. Mais voilà, donc non, je trouve que quand même c'est chargé du coup les jeudis soirs notamment. Peut-être que ça pourrait être un peu mieux modelé. Parce que si je dis pas de bêtises, on avait l'Europa League et la Conference League en même temps. C'est ça. C'est surtout ça moi que je reproche. Le fait est que la Ligue des Champions, et ce qui est normal parce que c'est la compétition principale, soit sur 2 soirs. Et la Conference League et l'Europa League sur le même soir. Et après on pose la question de là on va avoir des semaines de 7 jours et ça ne changera jamais pour le coup. Et là c'est où on met les matchs parce que Ligue des Champions si c'est mardi, mercredi, ça va être difficile de mettre des matchs de Conference League le week-end, sauf si les championnats arrivent à se décaler en fonction des matchs. Ou alors tu arrives à t'arranger pour mardi, mercredi, essayer d'arranger un petit peu les matchs comme tu peux, changer un petit peu la formule. Est-ce que tu arrives à faire... ça c'est une autre question, et je pense que c'est peut-être le thème d'une autre vidéo, mais est-ce qu'on peut arriver à avoir des trêves internationales pour les clubs qui ne jouent pas l'Europe, et du coup en fait pendant 2 semaines tu as des compétitions européennes qui ont lieu, et ça se joue 2 fois par semaine, mais en plus de jouer le jeudi soir, tu joues le samedi ou le dimanche, tu vois. Mais bon, ça c'est une question, mais c'est vrai que pour récapituler, je pense que c'est vraiment il y a beaucoup de matchs, beaucoup de clubs, et que arriver à partir de l'Europa et de la conférence, j'étais un peu perdu moi. C'était compliqué. Mais on n'est pas du tout sur le sujet de la vidéo. Non. Puisqu'aujourd'hui c'est les awards de la saison, le grand bilan. Et je pense qu'il va y avoir un peu de fight. Même si globalement on risque d'être d'accord sur les grandes lignes. Vu nos débats Ballon d'Or, Golden Boy et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'on risque un peu de s'envoyer aujourd'hui. J'aime bien cette vidéo parce que c'est ma première apparition l'an dernier avec vous sur le projet. Et je l'aime bien ce sujet. Généralement les mois de juin et les mois de mai sont assez sympas entre nous, quoi. C'est vrai. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on a fait quelques thèmes. On va essayer de débattre de la saison, tous les championnats, des compétitions européennes qu'on vient de le faire, etc. Mais sous forme d'award, avec peut-être des petites récompenses, des trophées en fonction de la meilleure équipe, du meilleur joueur. C'est plus facile pour cadrer la vidéo et pour comprendre. Mais en même temps, on va essayer de débattre un peu de tout ce qui s'est passé, etc. De ce qui nous a marqué et de ce qu'on peut ressortir de la saison, en bien ou en mal, parce qu'il y a quand même des choses et des déceptions assez importantes. On reviendra peut-être plus en détail sur des previews qu'on fera cet été. Sur un format un peu meilleur que l'an dernier, parce qu'on s'est un petit peu viandé quand même l'an dernier sur ces previews d'1 heure.
On essayera de faire un petit format de 20-30 minutes par championnat, ça pourrait être sympa. Et là, on pourra revenir sur des sujets un peu plus en détail. Donc là, ça va être vraiment les grandes lignes et les gros sujets. Donc je vous en prie, messieurs. Place au combat. Place au combat. Bah, écoutez, la première catégorie, on est sur. C'est l'équipe de la saison pour démarrer. On aurait pu finir, on aurait pu faire à la fin, ça, l'équipe de la saison. Non, je laisse le 11 de la saison pour finir. Ah non, pardon, j'avais mal compris. L'équipe de la saison, pour moi, c'est 11 joueurs de la saison. Non. Ok, l'équipe de Là, la saison. c'est une équipe. Jonathan, Qui veut Moi, je démarrer. prends le lead. Hein. L'équipe de la saison, pour moi, c'est le Paris Saint-Germain cette année, sans aucun débat possible. Vainqueur de Ligue des Champions, vainqueur de tout ce qu'il a joué en compétition. Une équipe qui a eu du mal à se roder en début d'année, je suis d'accord. Ça n'a pas été l'équipe la plus régulière en Europe. Enfin, en Europe, avec des débuts compliqués. Mais il y a une grande claque qui a été mise, je pense, par un excellent entraîneur qui a su justement rôder avec tous ses joueurs et qui m'a fait rêver de A à Z. N'étant pas un supporter du PSG, j'ai adoré voir le PSG jouer cette année et je ne peux que leur remettre ce mérite de meilleure équipe de la saison pour moi. Ouais, moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. Je trouve que l'équipe de la saison, c'est Paris. Il n'y a pas trop de débat, mais je dirais pas qu'il n'y a pas de débat. Parce qu'il y a des équipes qui peuvent discuter. J'allais y venir. Et on est clairement sur, à la différence peut-être sur les 15 dernières années, très largement, où il y a des équipes, voire des joueurs qui étaient largement au-dessus. C'était difficile de ne pas les mettre tout en haut. On le voit avec le débat sur le Ballon d'Or. Bon, chacun fait son lobbying, bien sûr. Mais si Paris est au-dessus cette année, je trouve qu'il y a quand même des équipes qui font des saisons hors normes, et ça mérite dans le collectif notamment. Et c'est pas pour rien, notamment que le Barça, on peut citer 5 joueurs qui sortent du lot, voire même dans le top 10, voire dans le top 5-7 du Ballon d'Or. C'est que c'est des équipes qui, si ça va au bout et si ça passe l'Inter, je pense que ça gagne contre PSG en finale. Je suis pas sûr. Le match aurait été bien plus sympa que la finale qu'on a vu en tout Je suis cas. d'accord. Et je pense que si le Barça va chercher avec des champions, il n'y a plus de question possible, c'est le Barça sans discuter. Et on met Lamine Yamal Ballon d'Or ou Rafinha si vous voulez. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des équipes qui, sur leur fin de saison, c'est compliqué de discuter avec le PSG, mais qui sur l'ensemble de la saison peuvent discuter. C'est ce qui me gêne avec le PSG, forcément PSG aussi pour moi, pour tout ce que vous avez dit, mais sur l'ensemble de la saison, il y a le Barça, il y a Liverpool, et même l'Inter, hein, Bien sûr. Même s'ils ont vraiment déçu sur la finale, mais au global, il y a quand même pas mal d'équipes qui peuvent rentrer dans cette case-là, et forcément, à la fin, on retient le PSG parce que c'est le grand vainqueur de la saison, et ouais, PSG, choix logique quand même. Moi, je suis pas forcément d'accord avec vous. Pour être meilleure équipe de la saison, il faut gagner tous ses matchs, il faut gagner les matchs les plus importants. Le Barça n'a pas gagné ce qu'il aurait dû gagner, parce que c'est la compétition la plus importante pour le club, je pense, cette Ligue des Champions. L'Inter, ça n'a pas sa place dans la meilleure équipe de la saison, ça n'a pas gagné un titre cette année, à part s'ils ont gagné une coupe cette saison, mais je ne pense pas. Saison blanche pour l'Inter. Liverpool, très gros championnat, je suis d'accord, mais oui, ça perd au penalty, certes, c'est de la chance. Enfin, les penalties, c'est de la chance ou c'est de la pratique à avoir aussi. Des chances, tu vas être bien oui, c'est vrai. Allez. Mais ça se fait éliminer en 8ème de finale de Ligue des Champions, et pour moi, ça n'a pas sa place en top 1 de l'équipe de l'année. Je suis d'accord, donc pour ça que pour moi aussi c'est Paris l'équipe de l'année, mais je pense qu'il y a quand même un débat possible. Et si quelqu'un vient me dire que c'est Liverpool parce qu'il est fan de Liverpool, ou le Barça parce qu'il est fan du Barça, ça me choque pas non plus. Je dirais que c'est faux, mais ça me choque pas. Ou alors qu'il y a des saisons il y a quelques années où un fan du Real qui me disait c'est le Real alors que le Barça et Messi avaient mis 90 buts, je dis bah non, je suis désolé, évidemment faut aussi avouer les choses quoi. Bon. En soi, on est d'accord sur l'équipe. Tout à fait. Voilà. La catégorie suivante, ça va être plus compliqué avec le joueur de la saison, et je prends le lead de suite puisque j'ai ma propagande depuis novembre-décembre sur Pedri Ballon d'Or. Je vais le continuer, même si pour moi le Ballon d'Or logique sera Lamine Yamal, mais Pedri sur son entièreté, sur tout ce qu'il a proposé cette année, sur la régularité du joueur, sur les différences, sur tout ce qu'il a apporté au milieu dans ce rôle de point de base comme ça. Je vois pas qui peut faire mieux en Europe, et pour moi le meilleur milieu de la saison sans aucune contestation possible, et je veux le récompenser en le mettant meilleur joueur parce qu'il m'a vraiment bluffé. Enfin une saison sans blessure, et y a rien à dire, moi le chapeau l'artiste. Je t'en prie, Non, Jonathan. je te laisse répondre. Oui, oui, c'est une question ultra compliquée, je change d'avis toutes les 2 minutes. J'aurais adoré mettre Koundé avant sa blessure. J'aurais adoré mettre Griezmann avant la chute de l'Atlético à mi-saison. J'aurais adoré mettre Dembélé, mais je trouve que le joueur a
trop limite, on en fait beaucoup trop avec Dembélé. Je mettrais plus Hakimi d'ailleurs si j'étais au PSG, je pense voire même Donnarumma. Non, Donnarumma. Ouais, on dort beaucoup trop sur Donnarumma et Hakimi parce que c'est des joueurs défensifs, mais alors quelle saison ils sortent. Mais sur la saison globale, je vois pas comment on peut pas mettre Rafinha de mon côté, qui malgré sa fin de saison et qui, je pense, est un des grands perdants de l'élimination du Barça dans le sens où il aurait pu faire beaucoup mieux. Encore que met une patate sur la barre qui est incroyable. Alors c'est un but contre son camp de Sommer, mais il aide bien le Barça à ce moment-là, qui passe pas. Mais je trouve que la saison de Rafinha en termes statistiques, d'impact, notamment en début de saison, on fait rarement mieux, on a rarement vu ça et je trouve que cette année c'était quand même quelque chose. Donc pour moi le joueur à retenir, et ça m'embête parce qu'il finit mal la saison, mais pour moi c'était Rafinha. Pour ma part, je vais rester au PSG pour choisir mon joueur de la saison et il s'agit de Vitinha. La saison de Vitinha pour moi elle est exceptionnelle. Il a gagné tout ce qu'il devait gagner, que ce soit avec son club ou avec sa sélection nationale. Pour moi, Vitinha, il a passé un cap. Enrique, il a réussi à lui faire passer un cap. Je crois que c'est la deuxième année de Vitinha au PSG. Et je le vois vraiment en taille patron dans ce milieu de terrain, que ce soit au niveau création de jeu, au niveau offensif, mais également en termes de vista collective. Et je vois Vitinha dans mon top player cette année. Ok, je comprends, mais je trouve que moi, si je peux rebondir sur c'est qu'il est sublimé par le milieu de terrain et la façon de jouer de Enrique. Et je vois plutôt le milieu de terrain d'Enrique comme un tout plutôt qu'une des individualités. Donc je comprends, j'entends, parce que même avec le Portugal, du coup, il fait une très grosse fin de saison, etc. Le joueur exceptionnel, et voilà. Mais j'ai du mal quand même à me décider, j'y arrive pas et je sais pas quoi dire qui est le meilleur entre lui et Pedri. Et du coup, en fait, c'est ça qui me fait pas. J'ai pas mal entendu parler. Pour moi, cette saison, il n'y a pas de débat. Ouais, voilà. Il a fait une meilleure saison que Pedri. Mais du coup, c'est pour ça que j'arrive pas à mettre. Je parle sur la saison, bien évidemment. C'est pour ça que j'arrive pas à mettre Vitinha meilleur joueur de la saison. Voilà. Je parle pas avec vous. Eh bien, enchaînons. Allez, alors, enchaîne. les groupes. Alors, on va enchaîner sur la révélation. Bon, j'ai essayé de remettre un peu de niveau dans ce débat. Avec Arne Slot, pour ma part, qui mérite les louanges et qui mérite d'être félicité dans cette vidéo pour ce qu'il a fait à Liverpool cette saison. Fallait être sacrément costaud pour passer derrière l'incroyable hommage d'Anfield à Jürgen Klopp. Et Arne Slot, taille patron, voilà, zéro recrue. Il te sort une saison plutôt solide, j'allais dire all time, mais pas du tout, mais plutôt solide avec les Reds. Il y a eu ce petit accro avec des champions, mais bon. Ça aurait pu être si Paris avait tout gagné derrière, sauf la Ligue des Champions, était sorti contre Liverpool, on aurait eu le même discours. Là, malheureusement, Liverpool est sorti, remporte quand même la première ligue. Très grosse saison de leur part. Chapeau. Ouais, il fallait quand même prendre le relais de son prédécesseur. Ouais. C'était quand même quelque chose. Donc, non, vraiment très très grosse première saison, et je pense que c'est pour le meilleur pour Liverpool. Si je pense que je peux enchaîner sur Révélation, pour moi c'est Pacho, clairement. Je vais pas mentir, je connaissais le joueur évidemment, mais je savais pas de quoi il était capable, je savais pas qu'il était solide à ce point-là. Et je trouve qu'à côté de Marquinhos, il a vite fait oublier le passé, notamment avec Skriniar, avec les mauvais transferts, etc. Il a été impérial. C'est un des meilleurs transferts de l'ère QSI, du PSG des dernières années. De l'ère QSI tout court. Ouais, vraiment. Et je trouve que c'est non, vraiment solide à un point où en fait tu t'amènes jusqu'au bout, pas tout seul évidemment, mais tu peux compter sur lui, alors que on sait qu'au PSG ça a toujours été compliqué, les premières années, etc., des intégrations, tout ça, mais je trouve que dans le système numérique en plus c'est très bien passé. Donc le choix, le joueur, tout, je trouve que pour moi c'est une sacrée révélation. Mais pour ma part, moi je vais toujours rester au PSG dans mes choix et je vais partir sur Nuno Mendes. Révélation, pour moi révélation c'est une personne qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Cette année la saison de Nuno Mendes elle est XXL. Demandez à Saka, demandez à Yamal, demandez à Salah. Cherche, il n'y en a pas beaucoup. J'entends l'enceinte de Yamal dans la poche de Nuno Mendes, là, ça sonne là, mais Yamal... ça sonne faux peut-être. Non, ça sonne son enceinte... quotidienne, donc non, pour moi Nuno Mendes à son âge, ce qu'il fait c'était énorme cette saison et j'ai pas peur de le dire, c'est le joueur révélation pour moi au PSG et cette année là pour cette année globale quoi. T'es gentil. Non, je suis réaliste. T'es très gentil. Baldé il lui met une vitesse, mais t'es très gentil. Discutons football s'il te plaît. Baldé il est bien sympa, mais allez, l'équipe frisson. L'équipe frisson, est-ce que quelqu'un va enchaîner? Moi j'ai une petite idée personnellement, je pense que je vais peut-être y aller, c'est peut-être il y en a pas mal mais vas-y. Bah écoute, moi ce sera Francfort. Alors je pense que c'est peut-être pas l'équipe frisson par définition, mais ils font une très grosse saison de Bundesliga, j'ai hâte de les voir en Europe l'année prochaine.
J'aime beaucoup aussi la story avec les revanchards, Kevin Trapp, Godze, etc. Et Ketike. Ouais, les critiqués aussi, les jeunes, bref, j'ai pas regardé énormément de matchs, je vais pas mentir, mais les quelques matchs que j'ai regardés étaient vraiment sympas à regarder. Et il y avait une âme, il y avait un collectif, il y avait beaucoup de choses, etc. Donc non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé m'intéresser à cette équipe, et en plus ça ressort un peu le football total que j'ai pu voir il y a quelques années en Allemagne, là où le championnat allemand c'est un peu plus compliqué ces dernières années. Et en termes de top niveau, je veux dire. Mais, et là, je trouve qu'il y avait vraiment une identité qui était assez séduisante côté Francfort. Moi, je prends le lead sur cette deuxième équipe frisson. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Fais-moi plaisir. Allez, je te le dis, c'est le FC Barcelone. Merci, enfin. FC Barcelone. Ah, une grosse saison, ça, j'ai pas peur de le dire. Une équipe constante qui a su être présente sur les grands rendez-vous, notamment face au Real de Madrid. Des fessées, des corrections. Tu parlais de la poche de Mendes, mais là. Enfin, le Barça, enfin le Real est vraiment dans la poche du Barça cette saison. C'est sous pied même là. Voilà, avec les scores qu'on a eu, les scores de tennis, presque, ça fait mal. Et il y a juste ce moment enfin, ça se joue sur des détails, et ce match face à l'Inter, c'est vraiment dommage pour. On en parlera après, je pense. Oui, mais on en parlera après, mais c'est dommage, mais ça reste quand même l'équipe frisson pour moi de cette année, où je me suis dit, c'est mérité, et ils méritent tout ce qui leur est arrivé cette saison, quoi. Moi, j'ai rien à rajouter à part la ligne de hors-jeu à 60 mètres des buts. Voilà, c'est tout. Ça explique l'équipe frisson de la saison. Il faut avancer, il faut continuer, il faut rester bloqué sur un match. Écoute, c'est toute la saison comme ça, moi j'ai adoré. Je m'attendais pas du tout à un Barça à ce niveau-là, donc oui. J'adore. C'est la suivante. La surprise. Je démarre. Allez, démarre. La surprise, j'ai mis quoi déjà? Oui, le niveau, la saison de Première Ligue en général, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées, on pouvait pas du tout s'y attendre. Entre Tottenham, déception de fou, mais bon, ils ont quand même l'Europa League derrière. Une surprise. Une surprise. Encore une surprise dans une surprise. C'est vrai que ça pourrait être. Non, quand même. Je vais quand même mettre la saison de Première Ligue, parce que ce soit Forest, que ce soit tous ces petits là, les Bournemouth et tout ça, les Brentford, qui ont été plutôt sympas et très agréables à voir jouer. J'ai beaucoup aimé la Première Ligue cette année. Il y a eu plein de choses qui sont passées. La seule petite déception, c'est la lutte pour le maintien, où il n'y a pas eu de grand débat. Mais ça, je pense que c'est un sujet plus complexe. Mais en tout cas, au global, ça a été assez intéressant, tu vois. J'ai quand même eu la deuxième partie de saison d'Everton qui fait une bonne partie. Une deuxième partie de saison qui se sort. Je les voyais totalement chuter cette année. Ouais. Et au final, pas du tout. Ils arrivent à se maintenir. Ouais. Et pour ma part, en surprise, je vais partir au Portugal pour l'équipe de Santa Clara. Santa Clara, ça finit 5e du championnat derrière Benfica, Braga, enfin Sporting, Benfica, Porto et Braga. C'est en lutte sur la 4e place presque toute la saison avec Braga sur la saison. Ça accroche une place en compétition européenne. Ça m'a fait plaisir de les voir à ce niveau. C'est juste cette fin de saison qui a été un peu plus compliquée, mais bon, l'accumulation de tous les différents matchs. En tête aussi, faut tenir. Ouais, exactement. Mais ça a quand même réussi à accrocher cette place. Et après, en surprise, comme tu l'as dit, la Première Ligue en général, que ce soit dans le bas de tableau, hors relégation, je parle Manchester United et Tottenham, et haut du tableau, sauf Liverpool qui a su plier le suspense très vite, très rapidement. On a été gâtés en Première Ligue. Alors moi je suis pas resté en Première Ligue. Ma bonne surprise, je vais en garder une, ça va être l'Olympique de Marseille. Je trouve qu'entre les choix, etc., il y avait beaucoup de doutes. On a eu beaucoup de problèmes après le long de la saison. Après, c'est un club qui est très médiatisé, beaucoup suivi, etc. Et en fait, ça a fonctionné quand même. Il y a eu des paris, voilà. Et en fait, on arrive sportivement à ce que devrait être l'OM, même si je suis pas fan de ce club-là. Mais donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Il y a des choix qu'on peut contester, qui sont pas forcément superbes, mais ça reste une bonne surprise parce que ça fait quelques années que c'était un peu plus compliqué, que ça glissait doucement vers des places, hors des places européennes, etc. Et ils ont réussi à se ressaisir et c'est bien pour eux parce que c'est une équipe qui doit rester normalement dans ces places-là. Donc pour moi, bonne surprise parce que je les attendais pas aussi haut non plus et aussi fort sur le long de la saison. Donc voilà, Marseille pour une bonne surprise. Après, s'il faut enchaîner sur des mauvaises surprises, je peux en trouver beaucoup plus qu'une seule.
Ouais, déception pour continuer. Ouais. Je sais pas qui veut démarrer. Bah écoute, moi je veux parler de mauvaise surprise, donc on va enchaîner sur les déceptions plutôt, au lieu de parler de mauvaise surprise, parce que c'est pas une surprise pour moi, c'est Montpellier qui fait une saison catastrophique dans les choix, etc. Je pense que Jonathan était assez d'accord avec moi quand on en discutait. Bien sûr. C'est vraiment un club qui fait un peu tout et son contraire, un peu n'importe quoi, etc. Donc on arrive là où on en arrive, mais voilà, en tout cas en France, en Ligue 1, si j'ai une vraie déception, c'est Montpellier, parce que bon, bah, c'est un club aussi qui il y a quelques années, il y a, notamment avec l'épopée de 2012, qui fait des choses incroyables, et puis bah, en fait 10 ans plus tard, à l'image de beaucoup de clubs dans l'histoire du football français, bah, en fait ça s'écroule parce que il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus de continuité, et voilà. Moi, en déception, je vais retourner en première ligue, c'est Manchester United. Déception ou habitude? Bah, déception, habitude. Enfin, Manchester United, ça rime avec les deux, j'ai envie de te dire. Mais on sentait que. Enfin, je pensais pas que Ruben Amorim allait réussir dès la première année, mais je m'attendais pas qu'il tombe aussi bas cette année, parce que là, vraiment, c'est catastrophique. Même s'il gagne cette finale d'Europa League, ça sauve une petite partie de saison parce que tu as encore l'accès en Ligue des Champions l'année prochaine, donc tu peux faire quelque chose. Mais finir à ce niveau-là Ils n'ont pas l'Europa League. Non, c'est pour ça. Okay. S'il l'avait, j'ai pas compris. Pardon, c'est moi qui me suis mal exprimé. S'il l'avait gagné, ça aurait pu sauver une petite partie de saison. Ça aurait pu dire oui, mais on a gagné l'Europa League. Mais cette partie du classement, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et après, en déception, la déception, c'est le barrage face à Metz, si je dis pas de bêtises, du club rémois. Exactement, c'est ma déception. Donc je me doutais que c'était ta déception, donc je me permets d'en parler et tu vas pouvoir rebondir dessus, mais finale de Coupe de France. Oui, exact. Et tu passes en Ligue 2 l'an prochain. Bon, mais ça va être compliqué. C'est compliqué pour Jean-Pierre, c'est compliqué. Ouais, grosse déception pour Reims quand même. Un club que j'aimais bien là, depuis quelques saisons, ça tournait pas mal. Bel effectif, ça a commencé à recruter, à mettre des petites dizaines de millions par-ci par-là. Et là tu te retrouves en Ligue 2 l'an prochain. C'est complexe pour Reims. Je m'y attendais absolument pas. Parce que jusqu'à la dernière journée, je voulais pas trop y croire. Et ouais, Reims en Ligue 2 l'an prochain, c'est chaud. C'est chaud pour eux, j'espère qu'ils vont vite remonter quand même, mais il va falloir s'accrocher quand même parce qu'il y a un Saint-Etienne qui descend et qui va vite vouloir faire l'aller-retour, je pense. Donc ouais, Reims, attention parce qu'en interne aussi c'est complexe avec notre cher président Caillot, mais ouais, grosse déception de les voir repartir en Ligue 2 parce que c'est un projet que j'aimais beaucoup depuis quelques saisons. Ok, si je peux me permettre d'enchaîner, parce que je trouve que cette année il y a beaucoup de déceptions à noter. Donc, juste rapidement, moi j'ai la chute de l'Atlético qui partait très bien, j'ai la blessure de Koundé qui partait très bien. Avec lui, je pense qu'on gagne la Ligue des Champions. Il y a le niveau de Bellingham sur la saison entière. J'ai la fin d'Ancelotti au Real qui est pas belle. Le niveau de Vinicius. Le Real gros. Le niveau de l'AC Milan et la défaite de l'Inter, je pense qu'aussi. Dortmund cette saison, grosse déception aussi. Leverkusen aussi une petite déception. Ils rentrent dans le rang, je trouve, plutôt. Ils rentrent dans le rang parce qu'ils ont la saison d'avant, ils ultra performent bien plus que. T'as beaucoup de matchs où tu gagnes à la 95e. Oui, mais bon, tu t'attends à faire quelque chose un peu plus conséquent. Oui. C'est une petite déception, c'est pas une grosse déception. Mais voilà, c'est qu'il y a quand même, je pose beaucoup de choses à noter. Ouais. Beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs cette année. Déception au Portugal, la première année d'André Villas-Boas en tant que président qui a dû changer 2 fois de coach et 3e à 15 points de retard sur le Sporting et Benfica. Une saison blanche. Compliqué aussi Porto, à surveiller l'an prochain, comment ça va se relever. Ouais. Puis encore, je termine parce que j'en ai encore en tête, mais on va aller vite. Mais les DAZN, le droit TV en Serie A, les problèmes et les histoires de finances du côté de l'Inter, etc. Le calendrier, encore une fois. Le mondial des clubs pour l'instant, on va voir ce que ça donne jusqu'à la fin. On en a parlé en début de vidéo, mais voir ce que ça donne. Quelque chose de plus positif avec le coach de la saison, je pense qu'on est unanime avec Luis Enrique. Non, là, il n'y a pas grand chose à dire, je pense qu'on peut, on peut la balayer en 2-2 celle-là. Tout le monde est au courant, qu'on le sait, voilà. Franchement, chapeau l'artiste, et voilà, on peut passer à la suivante, on est d'accord. Avec le Golden Boy, là aussi ça fera l'unanimité, J'espère quand même.
Il n'y a pas débat sur la saison, c'est pas Hugo Barcy qui mérite le Golden Boy. Voilà, nous on n'a pas besoin d'avoir fait 2-3 matchs pour briller sur TikTok. Voilà, pas Hugo Barcy, monstre qui s'est révélé dans la défense centrale du Barça. Il n'y a rien à dire, regardez les réactions d'Adil Rami toute la saison, c'est fabuleux. Faites-vous une petite compile voilà, sur TikTok. Hein, voilà. Là c'est des vraies choses, hein, c'est pas des skills comme Neymar. J'ai mal aux oreilles. Allez voir juste les réactions. Poko Barcy n'est même pas top 2 Golden Boy cette année. Lui c'est furieux. Même pas top 2. Mais saison monstrueuse, moi j'ai pas grand chose à dire. Il y a d'autres gars, il y a Miles Lewis Kelly. Il a un nom un petit peu compliqué à dire, hein. Miles Lewis Kelly. Faut lui trouver un surnom. MLS c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Je pense MLS c'est pas mal. Mais ouais, lui aussi, pareil, qui s'est bien imposé à Arsenal, mais pour moi, Barcy est largement au-dessus. Non, je suis pas d'accord. Quand déjà tu fais ton rôle c'est de défendre, on est d'accord, t'es un défenseur. Poko Barcy c'est un défenseur central. Qu'est-ce qui va me faire un penalty face à l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions? T'as 18 ans frérot. Quel défenseur n'a pas concédé un penalty? Je suis d'accord, mais dans des matchs comme ça, tu flingues ta saison du Barça, je suis désolé. Pas que lui. Je suis désolé. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Désiré Doué qui mérite ce Golden Boy amplement. Qui a fait une finale de Ligue des Champions en tant que taille patron. C'est lui qui a été taille patron. Des enfants. Oui, mais taille patron. C'était les U15 de l'Inter. Oui, mais les U15 de l'Inter, ils ont éliminé le Barça et ils ont fait danser Poko Barcy. Pas du tout la même équipe. Quand Pavlidis réussit à donner un carton rouge à Poko Barcy encore et le faire expulser, non, Poko Barcy, si tu comprenais le football, tu comprenais qu'il y a une ligne du hors-jeu, ça impose des risques et tu veux pas assimiler toute la compréhension tactique en une saison. Alors ton joueur doit savoir défendre proprement. Il a 18 ans, frérot. Et Désiré Doué, il a quel âge? Il est plus vieux. Il a quoi, 19-20 ans, Désiré Doué? Voilà, 19. Je vais pas dire de bêtises, peut-être 19-20 ans. Mais parce que les erreurs d'un attaquant, tu les vois beaucoup moins que les erreurs d'un défenseur. Oui, je suis d'accord. Mais les erreurs d'un défenseur sont beaucoup plus importantes que les erreurs d'un attaquant. Enfin, pour ma part. Après, si tu vendanges tout le match, c'est sûr que tu peux pas mériter le Golden Boy, mais... Désiré Doué, merci pour avoir fait 3 matchs cette saison, c'est bien. Poko Barcy, je crois qu'il a plus de 1100 minutes que ton Désiré Doué. Mais c'est très bien, mais Poko Barcy, il n'y a même pas de top 3, top 2 Golden Boy. C'est qui le deuxième juste? Giovanni Kanda du Sporting, très grosse saison. Le 15e millier de Chelsea, là, ils ont mis 40 millions dessus. C'est très bien, tu verras que l'année prochaine, non parce qu'il est à Sporting l'an prochain, il est encore prêté, mais dans 2 ans il va encore évoluer. Il va remplir les gourdes de Modric là, t'inquiète. Mais bon, non, Barcy il peut pas être Golden Boy cette année, je suis désolé. Je vais enchaîner parce que ça va aller vite, mais Barcy tous les jours, il n'y a pas photo. Merci monsieur. Et Désiré Doué, je comprends pas comment on a pu oublier la saison entière et juste juger sur 3-4 matchs en fin de saison. On le voit avec les matchs de l'équipe de France, il n'a rien à faire à son âge, je veux dire, parce que bientôt il sera titulaire sans problème. Il mérite d'aller en équipe de France. Mais en équipe de France, il mérite, mais c'est pas un titulaire. Et ça se voit contre le match contre l'Espagne, avec il n'est pas capable de porter sur ses épaules encore une place de titulaire. Et je trouve que quand bien même il a fait mal à l'Inter, c'est pas lui qui fondamentalement fait mal à l'Inter, c'est le milieu de terrain, c'est Mendes et Hakimi qui mettent au supplice à l'Inter, et lui en fait il récolte les lauriers puisqu'il est devant, à l'image de Dembélé d'ailleurs. Un but contré quand même, t'as quand même. Et voilà. Mais Barcy, le penalty contre l'Inter, je suis désolé, mais c'est pas lui qui le provoque parce que le tac est magnifique, c'est la malice de Martinez qui va chercher le penalty. Mais s'il met pas son pied, il n'y a jamais penalty, et le tac est fou furieux parce qu'il touche le ballon tous les jours, et même il y a dû avoir la VAR, l'arbitre a dû aller voir au centimètre près pour voir qu'il y avait penalty, et je suis désolé, ça fait partie de l'apprentissage aussi de carton rouge contre Pavlidis. Effectivement, faut le noter parce qu'il est là, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et je suis désolé, quand tu vois le Barça l'année d'avant avec Aroro, et vu comment il a été piégé contre le PSG, on est quand même pas du tout sur le même niveau. Il s'est piégé tout seul, hein, t'inquiète. Oui, voilà. Mais je veux dire, Barcy, c'est un mec qui joue taille patron, qui joue au plus haut niveau, qui est sans doute un des meilleurs défenseurs centraux du monde, et à son âge, il peut gagner le Golden Boy, et c'est tous les jours devant Désiré Doué. On n'a pas les mêmes termes. Non, on n'a pas les mêmes avis. Pas grave. Meilleur et pire transfert. Il y a beaucoup de gens qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Pour moi, le meilleur, c'est Scott McTominay. Improbable. Naples qui l'achète 30 millions l'été dernier, on se dit mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il y a encore un joueur de première ligue qui marchait pas trop, qui vient fonctionner en Serie A et qui finit MVP. Je pense que si un mec qui a parié ça au début de la saison, là il est aux Maldives ou à Malte, je pense, mais waouh, je m'attendais pas du tout à ça, et c'est vrai que meilleur transfert, je trouve que ça lui va plutôt bien. Il n'y a pas de show aussi, forcément. Mais Scott McTominay, ouais, juste, voilà, il mérite, je pense, d'être nommé. Tu veux enchaîner ou... À toi d'enchaîner, après je finirai. Alors, ça va être compliqué, parce que j'ai envie de mettre Kvara dans le meilleur transfert.
Mais en même temps, je suis assez d'accord avec José sur McTominay, l'impact. Et c'est vrai que, vu le niveau de joueur qu'on pouvait attendre quand il a été transféré, c'est vrai que. Voilà. Mais je pense que dans le pire et dans le meilleur, je mettrais le même joueur. C'est Kylian Mbappé. Parce que pour le prix et les résultats statistiques, c'est sans doute une des meilleures affaires du football en général. Oui. Je veux dire, voilà. Et encore une fois, on n'est pas dans le vestiaire du Real, mais j'ai l'impression quand même que sur le long terme, et je peux me tromper, j'espère qu'ils réussiront sur les prochaines années, mais que c'est potentiellement aussi un des pires transferts de l'histoire du Real, de ce qui ressort en tout cas, si on écoute certains journalistes. Mais voilà, donc je sais pas trop me décider, mais je dirais qu'il est à la fois le meilleur dans les termes de statistiques, mais le pire pour le Real. C'est vrai que c'est assez drôle ça. Ouais, c'est vrai que j'y ai pensé de le mettre le pire dans le meilleur, mais bon. Pour moi, le meilleur, ça va être João Neves cette année au PSG. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à lui. 60 millions d'euros, c'est la pièce manquante qui manquait justement au milieu de terrain du PSG. Remplacer Marco Verratti, je pense que c'est lui qui remplace Marco Verratti dans ses ordres. Oui, en vrai, oui. C'est énorme ce qu'il a fait cette année, première année. Après, c'est un groupe, c'est un collectif, donc c'est plus difficile de tirer en partie tel ou tel joueur. Mais je sens quand même une symbiose avec l'ADN du PSG, enfin l'ADN que veut donner le PSG dans le monde, c'est-à-dire avec cette bonne ambiance, avec des jeunes joueurs qui en veulent. Et João Neves, il fait tout. Donc pour 60 millions d'euros, João Neves... il a une tête de premier de la classe en plus. Donc, et futur peut-être capitaine du PSG, s'il reste au PSG, il a la tête du bon capitaine du PSG. À João Neves, c'est vrai. Et par contre, le pire transfert, moi je pars chez l'ennemi avec Eli Wahi, qui a signé à l'OM, vous saviez ça? Oui, apparemment. Voilà, apparemment. Moi non plus. Voilà, Eli Wahi à l'OM, wow, le flop de fou. C'est tout. C'est le niveau de l'analyse s'arrête là. C'était combien, 25 30. 30. C'était 30. Prendre 30 millions sur un joueur de Ligue 1 pour rester en Ligue 1, ça a été rarement une bonne idée. C'est dommage parce qu'à Lens, les débuts étaient sympas. Ouais. Je me souviens contre Arsenal et tout, c'était cool. Mais ça n'a jamais vraiment explosé et derrière ça a été compliqué quoi. Franchement, le passage au l'OM il est inexistant. Mais quel club arrive à faire performer des joueurs du championnat de France de Ligue 1 ou Ligue 2? En Ligue 1 ou Ligue 2, il y a Monaco et Paris. Lyon, c'est pas mal. Lyon, ils ont du mal, Pas ils achètent quasiment plus en Ligue 1, Ligue 2 maintenant. Ouais. Si ça arrive, il y a une Kotadze qui est revenu, mais pareil, c'est pas un titulaire en puissance, tu vois. Vrai. Donc, non, moi très surpris déjà du transfert à l'époque, j'étais vraiment pas sûr. Et c'est pour ça que je pense que je l'aime pas dans le pire, perso. C'est que, en fait, j'y croyais pas. Ouais. Je comprends. Voilà. Et toi, tu mets qui dans le pire? Moi, je vais mettre un coach dans le pire transfert, si on a le droit de mettre des coachs. Tout est autorisé. Ça va être le transfert de Ruben Amorim à Manchester United. Côté United ou côté Sporting? Côté les deux. Et côté même coach. Ouais. Quand t'es un coach, t'es premier de Ligue portugaise avec 9 points d'avance. Tu vas battre Manchester City dans des phases de poule en Ligue des Champions. T'as un Gyökeres en folie, t'as une équipe ultra bien rodée. Je pensais que Sporting aurait pu faire une grosse année. Mais en tant que, peut-être pas outsider, mais en tant que surprise, vraiment surprise de Ligue des Champions. Et quand je dis capable de rivaliser face à Arsenal, c'est capable de rivaliser face à Arsenal. Puis écraser et imposer tout ce qu'il fallait, tout son football sur le Portugal aussi. Exactement. Et amener Gyökeres en tant que Pichichi européen, etc. Et il s'est battu jusqu'au bout. Et je pense qu'avec Amorim, il sera allé au bout, je pense. Je pense que le championnat portugais, il y aurait eu 15 points d'avance sur le deuxième. Ligue des Champions, ça sort pas face à Dortmund et ça perd 3-0 parce qu'ils étaient en phase justement de recréation avec l'arrivée de Rui Borges au Sporting. Mais Ruben Amorim cette année c'est catastrophique. Enfin, pour ma part, après à voir ce qu'il va faire l'an prochain, si ça se trouve il va gagner la première ligue l'an prochain, peut-être pas, ou peut-être ça va flopper complètement. Mais autant pour Sporting, autant pour l'entraîneur et autant pour Manchester United à 50%, j'attends de voir ce qu'il va faire sur les futures années. À voir. Ouais, la manière y est pas et je pense que de toute façon si United avait fini sans lui la saison, ça serait revenu strictement au même vu des résultats. Et je pense qu'il aurait mieux fait de partir en fin d'année comme il faut avec tous les sporteurs du Sporting derrière lui plutôt que de partir comme ça. Avant-dernière catégorie avec c'est match préféré, la catégorie, c'est pas de match de la saison, parce qu'il y a un match de la saison qui n'est pas mon match préféré, au vu de ce qui s'est passé. Mais bon, ça dépend ce que vous voulez choisir.
Moi là je vais prendre le lead, vu que Vas-y, j'ai pas pris le lead sur les différentes catégories. Je passais mes meilleures vacances en Égypte et j'ai vu un Inter Barça qui m'a fait rêver. Ce match, j'ai eu des frissons. Je me suis cru à regarder du football quand j'étais petit. C'est parti dans tous les sens. Et je dis pas parce que l'Inter a gagné et le Barça a perdu. Si le Barça avait gagné et que l'Inter aurait perdu, j'aurais dit exactement la même chose. Ce match a été exceptionnel. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que j'aime le foot. Des buts, tu en vois là, des buts à la fin. Des beaux buts en plus. C'est ça, la Serbie, pardon, qui marque un but à la fin, venu de nulle part. Je me dis, mais c'est quoi ce match? J'ai adoré ce match. Pour ma part, c'est le match de la saison, évidemment, un match qui a marqué l'histoire, tout simplement. Complètement. Mais mon match préféré, je pense quand même, ça reste le Benfica-Barça, le 5-4 avec le but de Rafinha à la fin. Je suis désolé, mais Ça me dérange pas, j'ai kiffé ce match aussi. c'est un match, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est le déclic de la saison du Barça, c'est ça. Donc pour moi, c'est Benfica-Barça. Alors, mon match de la saison, je peux en citer plusieurs parce que j'en ai plusieurs en tête. J'en ai un particulièrement, mais c'est très personnel, mais voilà. Mais évidemment, le Barça-Benfica, 5-4. Il y a la double confrontation contre l'Inter. Il y a la finale de Ligue des Champions. Il y a le match Manchester United-Lyon. C'est vrai, exact. c'est vrai. Qui est quand même fou furieux. Il y en a d'autres comme ça, mais j'ai en tête surtout moi le match Atlético-Barça. Avec un Barça-Atlético. Barça-Atlético, exactement. Avec un but en toute fin de match de ton meilleur ami. Alexander Sorloth. Tout à fait, pour le 2-1 et crucifier ce Barça qui, en plus, allait pas très bien à ce moment-là. Ouais. Et qui lâchait des points alors qu'ils étaient en tête en début de saison. Et l'Atlético et le Real qui revenaient petit à petit. Qui était là 10 points d'avance, hein. C'est ça. Le Real avait 10 points d'avance, notamment. C'est ça. Ouais. Donc non, c'est très personnel parce que c'est pas le meilleur match de la saison. C'est un Barça qui domine et un Atlético qui pratique son jeu le plus pur, c'est-à-dire défendre, subir et punir en contre-attaque. Mais en même temps, c'est un match, moi j'aime beaucoup l'Atlético et j'étais avec Josué sur qui est supporter du Barça, donc c'est vrai que c'était un match très sympa. Et sinon, pour finir là, sur une note française aussi, le match de Lille contre le Real aussi, qui était quand même très sympa côté français. Ouais. Mais voilà, moi je reste sur mon Barça Atlético de 1. Très bon choix. Excellent choix, je valide. Toi aussi tu valides? Je valide. On fait le match de la saison? Parce qu'il y en a eu des pas mal aussi. Est-ce qu'on a envie de revenir? J'ai pas envie de me rappeler là vraiment. United Tottenham en finale avec les enjeux. Allez, les 11 de la saison, la saison pour terminer. On en avait consacré toute une vidéo l'an dernier, on va essayer d'être beaucoup plus concis. Ouais. Et voilà, j'avais pas mis Bellingham l'an dernier, je ne le mets pas non plus cette année, voilà, votre grande surprise. Moi je le mets. Non, je rigole, c'est une blague. Moi je mets Bellingham et le frère finalement, parce que je pense qu'il a fait une meilleure saison. Et qui arrive à Dortmund, et attention, ouais. Il a déjà marqué je crois en Coupe du Monde des clubs. Si je dis pas de bêtises. Vous n'avez pas l'info? Non, j'ai pas l'info. Peut-être au premier match, le deuxième c'est sûr que non, mais le premier peut-être. Je sais pas, à voir. Peut-être. C'est terrible, cette Coupe du Monde des clubs. Comment on fait? On donne son 11 chacun ou on commence poste par poste? Poste par poste. Ouais, poste par poste, on essaie de se mettre d'accord. Au gardien, vous mettriez qui? Donnarumma, sans discuter. Ouais, Donnarumma aussi. On est tous d'accord, je pense que voilà. Le début de saison pouvait laisser espérer autre chose. Avec d'autres gardiens qui font une bonne saison, mais c'est vrai que à la fin de saison, il n'y a pas grand chose à dire. Donnarumma est au-dessus. La défense. Défense centrale, défense à 4, tout le monde. Ouais, moi défense à 4, je vais partir sur une défense à 4 classique. Pacho en défense centrale, normal, indiscutable. Oui. Le deuxième central, c'est plus compliqué. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de mecs qui peuvent être. Il y a du choix, et personne qui a plus performé que les autres, il y a des arguments pour tout le monde. Ouais, en fait. C'est ça. Enfin, moi je mets Salimba, Van Dijk, Gabriel, Bastoni, Cubarsí, Inigo Martinez. Je crois que j'en oublie pas. Tu fais une équipe de défenseurs. En fait, non, mais dans les mecs qui peuvent être à côté. Je me doute. Rudiger. Et Marquinhos, non. Je crois que là j'ai ces 6 là. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est compliqué d'en choisir un seul. Donc je sais pas si vous voulez choisir, mais. Moi, ce sera Pacho, Van Dijk. Ok, ouais. Ce sera Pacho, Marquinhos, rien que pour la saison. Peut-être pas pour les résultats sportifs, mais j'aime bien et je veux que ce soit Marquinhos à côté de Pacho, juste pour la symbolique de la Ligue des Champions. Moi, ce sera Saliba, je pense. Parce qu'il faut qu'un mec d'Arsenal soit dans ce 11. Et j'adore William Saliba. C'est dur pour Bastoni quand même. J'hésite beaucoup avec Bastoni, mais c'est dur pour Bastoni qui fait une énorme saison. C'est vrai. En même temps, je trouve que c'est par la défense aussi qu'ils ont énormément coulé en finale. Donc, dur de l'éliminer sur un match. Mais...
Sur les latéraux. Ouais, moi j'ai un petit choix perso qui va être de mettre 2 latéraux droits qui sont pour moi au-dessus du reste. Et du coup, je vais décaler un latéral droit à gauche pour pouvoir mettre mes 2 latéraux parce que impossible de choisir déjà entre les deux. Et pour moi, ils sont trop au-dessus. Mais tu peux les donner. Je les donne. Je mets Koundé du coup latéral droit et Hakimi je fais basculer Hakimi à gauche parce que c'est impossible de choisir et enfin pour moi il n'y a pas photo, ils sont au-dessus les deux. Ouais, je pense que je suis marré de Jonathan si je me trompe, mais je pense que Koundé méritait d'être dans l'équipe, mais il s'est blessé et il n'a pas été là au bon moment. Et malheureusement, vu la saison des 2 monstres du PSG, ne peux pas mettre autre enfin pour moi, quelqu'un d'autre que Mendes et Hakimi. Parce que vraiment, c'est. Amplement d'accord avec toi, c'est ce que j'allais te dire, l'argument de la blessure. Ouais. Il faut Il loupe pas grand chose quoi. Ouais, mais il c'est loupe le moment le plus important Ouais, de la saison. Ouais, mais c'est le plus important. Et ça C'est change le tout plus en important. fait. Ouais. Si tu l'as dit toi-même, si t'avais Koundé, t'allais au bout. Ah oui, ça oui. Et ça si oui. tu vas au bout, il y a mal et Ballon d'Or sans question. Ouais, mais tu vois, Nuno Mendes, la première partie de saison, alors que Koundé il carburait déjà. Bah oui, mais l'importance Donc, du début de saison et l'importance de fin de saison en Oui, Europe, alors, je parle parce que dans le ouais. championnat, ça équivaut. Les 3 points sont des 3 points. En Europe, enfin la plus grande compétition européenne que tous les clubs aimeraient gagner, c'est la Ligue des Champions. Ouais. J'ai beaucoup de mal à mettre Nuno Mendes au-dessus de Koundé cette année, franchement. Ouais, La Ligue des moi, Nations, il n'y a pas de débat. aussi, Ouais. qui peut être un argument. Voilà, bon, je suis d'accord, moi Koundé je préférais le mettre que Mendes parce que je suis plus fan de Koundé que Mendes. Mais pour moi vraiment ça a été trop fort. J'accepte, c'est une petite folie que j'ai fait, mais bon, faut assumer. Au milieu. Au milieu, je pense qu'on est tous d'accord. Pedri, Joao Neves, Vitinha. Oui. Ouais. Bon, rien à, on a rien à dire sur ce milieu de Franchement, terrain. je réfléchis à d'autres mecs là, mais en mention honorable, il y a quoi? Frankie de Jong, Fabien Ruiz. Les compléments du milieu de terrain des super clubs. Gravenberch. Qui je peux discuter encore cette saison. Kimmich c'est en fait une bonne dessous. saison, quand même. Ouais, il fait une bonne saison, mais. Non, pas Jude. Gravenberch mérite. Valverde, mais c'est pareil, c'est dans une mauvaise saison du Real, donc tu peux pas le mettre je me dedans. dis Il est en dessous, Ouais. mais il fait le sale boulot du Caicedo, Real. pareil à Chelsea, à souligner, mais bon, c'est très, très Oui, généreux. oui, Enzo Fernandez peut-être aussi. Ouais. Là pour moi milieu, il n'y a pas de Oui, débat. je suis d'accord. c'est Le trop. milieu de terrain. Et devant, bah Yamal, Rafinha, Dembélé. Là aussi, on est d'accord, je pense. Rafinha, Dembélé. J'arrive pas à me décider s'il faut mettre Mbappé ou Gyökeres. Mais, Faites les 3 devant. mais je suis d'accord avec toi en fait. Non, moi je suis assez d'accord. Ouais, Ouais, je suis d'accord. franchement, Yamal, Rafinha, Dembélé. Et Salah aussi, que tu peux mettre dans la discussion, mais Un cran en dessous. Un cran en c'est ça. dessous. Il y a les stats quoi. Il y a les stats, mais c'est un cran en dessous en Ligue des Champions. Harry et- Kane aussi, hein. Harry Kane, belle saison. C'est mais- national. Ça Lautaro dépasse pas. aussi, belle saison. Oui, dans Malgré les bonnes tout. saisons, oui. Malgré tout, belle saison. Non, Yamal, Rafinha, Dembélé. Ouais, C'est les logique. 3, enfin, Oui, dans les trois. enfin, les sont 3 dessus. devant au-dessus. Et si le Barça gagne la Ligue des Champions, le Ballon d'Or il est pour Yamal ou Rafinha. Et le Barça Ou n'a Pedri. pas gagné avec les champions et Yamal sera Ballon d'Or. Ça, on verra bien. Ouais. On verra bien réponse au mois de Mais c'est vrai que novembre. non, c'est septembre. Décembre Je crois que c'est septembre. Hein. Septembre, octobre. Hein. Septembre. Ouais, il me semble. Ah, mais en mois de septembre. Mais voilà, on est assez d'accord sur le 11 dans l'absolu. Ouais, Mais ouais. ça change quoi? Toi, de ton côté, t'as Koundé. En fait, t'as PSG Barça quoi. Ouais, c'est ça, globalement. t'as Koundé et t'as ton défenseur central qui diffère un peu. Mais, Ouais. Après, je suis d'accord avec les vôtres aussi, donc enfin. non, bah, c'est surtout, c'est quand même une grosse domination du Barça et du PSG. Et du Ouais, PSG, ouais. Mais ouais, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et pourtant, l'Inter fait quand même une grosse saison. Bah Liverpool aussi, mais tu vois, tu mets à peine Van Dijk, toi, sinon on en met aucun. Ah, je le mets parce qu'il n'y a pas forcément énormément de concurrence sur ce poste-là. Salah mérite 10 fois d'être dans l'équipe, mais en fait, il y a meilleur que lui à ce Ouais, c'est poste-là sûr. cette année. Quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, On- c'était bien d'accord. cool, ouais. Ouais, on pourra en discuter plus, il y a plein de choses à approfondir dans chaque championnat et tout ça. Mais je pense qu'on peut faire ça pendant des heures et que c'est pas le but non plus. Donc vous avez un peu nos points de vue, nos avis, etc. sans trop rentrer dans le détail sur plein de sujets. Si vous souhaitez venir débattre, n'hésitez pas en commentaire, etc. Sur Twitter, sur Instagram même, si vous voulez nous DM, il n'y a pas de souci. TikTok, maintenant. Sur TikTok, vous aurez Josué sur TikTok et peut-être Jonathan aussi un peu. Ouais. Mais voilà, n'hésitez pas, mais je pense qu'on a fait le tour et qu'on est bon. Ouais, Ouais, on est bon. c'est un Nickel. plaisir. Bah écoutez, merci d'avoir regardé et à la prochaine. À très bientôt. Ciao. Ciao.